L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Quand il est 18h ici à Conakry, vous avez accès à l'émission via votre radio Suite FM 99.1 ici à Conakry. Accessible d'ailleurs partout aussi via les bouquets Canal Plus, voilà, Suite FM, sur le bouquet Canal Plus 539. Si vous voulez écouter la radio, évidemment, de ce côté. À la une, je le disais tantôt, les Ivoiriens ont voté samedi pour élire leur président de la République. Pour ce scrutin, 4 candidats étaient en lice, dont le président sortant, Harry Konan Bédié et Pascal Affinguessan, avaient appelé au boycott et à la désobéissance active. Conséquence, même si le vote a eu lieu, des accrochages ont été enregistrés dans certaines régions du pays. La société civile évoque donc une perturbation des opérations du vote dans plus de 20% de bureaux de vote. L'on ne devait attendre évidemment à aucune surprise. Cependant, il le dit ce matin, Jacques Léo-Alino, les premiers résultats partiels donnés donc par la commission électorale indépendante donnent une large avance donc au président sortant Alassane Ouattara. L'opposition appelle à une transition civile. Comment éviter une crise post-électorale aux conséquences fâcheuses? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Nous l'analyserons évidemment dans cette émission et nous allons joindre également du côté de la Côte d'Ivoire Antoine Kourouma, notre envoyé spécial du côté d'Abidjan, Cyril Nguégan aussi de la mission d'observation de la jeunesse et de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest. Il sera en direct ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace. Je le disais aussi, à Sangaredi, 3 enfants ont été retrouvés morts dans un garage. Ils étaient donc portés disparus depuis quelques jours. La cité minière est dans une psychose totale. Jusque-là, peu d'informations donc sont disponibles autour de leurs ravisseurs et les conséquences, évidemment, les circonstances, de leur enlèvement. Sur place, les enquêtes sont en cours. Nous essayons d'en savoir un peu plus dans cette émission ce matin avec le maire de la commune rurale, monsieur Mamadou Ouriba, que nous allons appeler dans un instant sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions évidemment sur la plateforme, le 657 39 13 13, le temps pour le réalisateur évidemment du côté de la régie avec Kabine Condé, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mafata Sano, Lamine Sidibé, donc toute une équipe de ce côté et pour la réalisation de l'émission avec Malisila Poutine. Allez, nous partons avec ce premier message qui nous parvient, c'est de Kadia Tamadi Chérif du PNPD qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, il faudrait que les parents s'engagent durement dans la garde des enfants. Nous avons assisté à plusieurs cas ces dernières années, alors il faut s'interroger sur l'origine de ces macabres protégeant donc de ces cas macabres protégeant nos enfants. Nous restons avec Adi Premier aussi qui nous écrit sur Twitter #EspaceGG. Bonjour le Turbo, bonjour à toute l'équipe. Compte tenu de la situation politique très tendue, les parents doivent avoir des regards particuliers sur les enfants en période électorale. Tout peut arriver par les chercheurs de pouvoir, les féticheurs aussi de l'autre côté. On reste avec Noumou qui nous écrit sur Twitter: bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je crois qu'il y a des parents qui ont complètement démissionné dans l'éducation des enfants. Il faut qu'on se réveille en parlant de ces enfants, de ces 2 enfants, de ces 3 enfants. Noumou, il faut le rappeler juste. J'espère bien que l'enquête ira jusqu'au bout. Voilà, les images sont terribles. Merci beaucoup. Siba engagé aussi sur Twitter #EspaceGG qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, j'ai les larmes aux yeux. J'ai vu le corps de ces enfants entassés dans un véhicule. C'est cruel et inhumain. Voilà, merci beaucoup à toi, Siba engagé. Peuple frustré aussi qui nous écrit: les enfants des êtres innocents sont sans défense, sèchement arrachés à l'affection de leurs parents. Nous vivons dans un monde de brutes. L'humanisme nous a fui. Les coupables doivent être punis. Qu'Allah donne la force aux parents, aux proches des victimes de surmonter cette épreuve. #EspaceGG. Ali Macron aussi sur Twitter qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, je suis quand même très choqué ce matin par cette tragédie. Quelle cruauté, il se pose la question. Merci beaucoup Ali Macron qui nous envoie ce message. Nting Diaby, l'enfant de Kourou aussi qui nous écrit sur Twitter: bonjour les grandes gueules. Lamine, c'est inacceptable que ces enfants
innocents trouvent la mort dans des conditions inadmissibles. C'est révoltant dans un pays. Cette fois-ci, la justice doit au moins se bouger pour une première fois. Hashtag Espace GG. Nastoso aussi qui nous écrit: je présente mes condoléances aux familles éplorées. Ce n'est pas tous les parents qui ont démissionné. Il y a d'autres qui veulent bien. Voilà, merci beaucoup. On reste avec le Jacteur. Il se fait appeler comme ça sur Twitter. Hashtag Espace GG qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Je pense que Roby dit vrai parce qu'on ne peut pas imaginer qu'au XXIe siècle, qu'on est incapable de traquer un meurtrier dans un monde où la technologie est très avancée. C'est vraiment horrible. Merci beaucoup. On reste avec Rêve d'Afrique aussi, 224 qui nous écrit: bonjour Lamine. Quand même, c'est une honte pour l'État, bien sûr. La responsabilité est partagée entre les parents et l'État, mais les moyens techniques, c'est l'État de doter, évidemment. Merci beaucoup. Mamadou Mouktar, il s'appelle, voilà, hashtag Espace GG. On reste avec Panafricain convaincu aussi qui nous écrit: au XXIe siècle, on ne peut pas comprendre qu'une police scientifique ne puisse pas être à mesure de mener une enquête digne et en pareille circonstance. C'est le comble de l'incapacité. Paix à l'âme des oncles donc disparus. Merci. On a Farikassa, Fakarissa, voilà, c'est ça. Fakarissa Totobali qui nous écrit, voilà, aussi sur Twitter. Le pays fait pitié, même les enfants sont pas épargnés. Et ben voilà, merci beaucoup. Et il demande que la justice soit faite. Hashtag Espace GG. On va rester maintenant avec toujours les auditeurs sur le 657 39 13 13. Le temps pour nous, voilà, de brancher tout ça avec la complicité évidemment de Mohamed Diaby. On va essayer de partir sur l'autre numéro. Mon cher Mohamed, le temps pour lui de voir tout ça. C'est en direct évidemment. Allez, on va continuer le débat dans un instant, mesdames et messieurs. Adia Rabia Toussera que nous allons joindre dans un instant parce que ben voilà, Roby, c'est un chétan. Ça va. On va essayer d'appeler Adia Rabia Toussera. Oui. Il paraît qu'elle a des choses à nous expliquer. Comment ça? Nous dit-on. On va écouter. C'est pas possible. Allez, je vais aller avec quelques messages de l'autre côté, mon cher Moïse, si vous le voulez bien. Avec ces auditeurs, ils sont très nombreux évidemment à nous écrire. Bonjour Espace, moi c'est Mohamed Chérif depuis Nzéré-Corée, quartier Dorota. Votre émission est adorable, merci beaucoup. On reste toujours avec ces auditeurs, ils sont très nombreux à nous écrire. Lui c'est Kanté, Mikailou qui nous écrit. Voilà, paix à l'âme de ses enfants. Lamine Roby est unique à lui-même, mais oui, ça c'est vrai. Quelle honte que la presse guinéenne soit bas votre qu'est-ce qu'il demande à Adia Rabiatou de rejoindre les camps des anti-Guinée, c'est de laisser cette rame responsable très patriote. Voilà, je comprends pas ce qu'il veut dire. Appliquez-vous un petit peu, mon cher ami. On y va avec cet autre aussi. Mes condoléances les plus attristées à la famille syndicale de Guinée. Pour une fois, je suis d'accord avec Roby. Madame Rabi ne devrait jamais accepter un poste administratif, chose qui a entaché donc son combat syndical malheureusement. Kernon Fafaya depuis Cimenterie qui nous envoie ce message sur le hashtag sur le 657 39 13 13. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour les animateurs d'espace, j'ai confiance en vous. Diallo Alpha Oumar depuis Linson qui nous écoute à la radio ou qui nous regarde à la télévision. Bonjour les GG, c'est Mohamed Kamayan Ba depuis Bessia. Les parents des enfants doivent prendre leurs responsabilités. Elle est là, Mohamed? Oui. Allez, nous allons repartir sur le terrain, mon cher Moïse, avec Adia Rabia Toussera Diallo. Adia, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Espace chez les GG. Alors Adia, d'abord on va commencer par ce décès. Vous êtes en deuil, le monde syndical de notre pays est en deuil. Lumbema Souma a tiré sa revue. Oui, vous nous entendez? Oui, elle est là. Oui, allô? Oui, vous nous entendez là? Allez-y, Adia. Oui, oui. Alors, Lumbema Souma est décédé. Adia, quelles sont vos impressions? Oh, j'ai le cœur très serré. Et j'avoue que je n'en veux pas du tout à Roby parce qu'il ne connaît pas les statuts du mouvement syndical. Il ne connaît pas comment ça marche. Mais je suis très fière que tous les élus syndicaux savent que je me bats de mon mieux. Et j'ai quitté le mouvement syndical depuis que j'ai été nommé au CNT. J'ai quitté le mouvement syndical. Donc, je n'exerce pas. Je ne suis pas élu. Mais je n'abandonne pas parce que j'ai le sang syndical dans mes veines. Si je suis arrivée à ce niveau, c'est grâce aux travailleurs. C'est eux qui m'ont supporté. C'est eux qui m'ont fait avancer.
donc de la Guinée sur le plan africain, sur le plan international, je m'implique chaque fois autant que je peux pour rassembler. Et tous les collègues syndicalistes le savent, de la base au sommet, que je suis une mère et que je suis vraiment une personne. Je ne me défends pas, hein, mais surtout comme l'air. Je fais de mon mieux. Oui, mais toucher les gens individuellement. Oui, mais collectivement. Oui, mais madame. Des déplacements avec d'autres, comment dire, avec d'autres syndicats. C'est que si vous voyez Mariam Penda Diallo, Madame Joséphine Guilao, nous avons fait notre travail. C'est de leur dire qu'il ne faudrait pas qu'ils soient divisés. La division n'apporte pas du bien aux travailleurs. S'il faut défendre les travailleurs, il faut être unis. Nous, on était unis. On ne parlait pas toujours le même langage, mais jamais, on se donnait des coups de poing, mais dehors, on parlait toujours le même langage. Tel n'est pas le cas, parce qu'il y a un manque de confiance entre eux. Donc, cette division-là a fait qu'aujourd'hui, ça affaiblit le mouvement syndical. Ça, c'est pas de ma faute. Non, mais si, en partie quand même, Madame Rabia Toussera, vous n'allez pas prendre votre jambe à votre cou comme ça. Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez quand même été une personne de référence dans le mouvement syndical, une personne à l'époque très écoutée. Vous semblez nous dire que... Oui, mais permettez-moi de poser deux, trois questions, s'il vous plaît. Vous semblez nous dire que vous faites assez, vous continuez à faire des efforts, vous parlez de leur division, vous soustrayez à la situation, alors que le mouvement syndical, c'est quand même un ensemble. Vous parlez du sang syndical qui coule encore dans votre veine, mais on a l'impression que ces veines sont bouchées aujourd'hui et que vous faites plus tôt dans le mutisme, vous en parlez pas trop. On vous sentait à l'époque vous soyez dans vos fonctions, vous sembliez dénoncer tout ce qui se passait dans ce pays, les terreurs, les assassinats. Aujourd'hui, vous faites complètement silence. C'est quand même visible. Oui, bien sûr, mais sachez que peut-être que je ne parle pas sur les autres, mais je fais des déplacements. Je me pars même quelquefois au domicile de certains pour interpeller les uns et les autres. Ce que je peux, je ne peux pas prendre la chicotte, mais certains d'entre eux peuvent même témoigner. À un moment donné, j'ai fait appeler même des charges pour que le mouvement syndical soit uni. Et j'en suis vraiment fière. Sur tous les plans, tout le monde sait ce que je suis en train de faire, mais peut-être que je ne parle pas sur les médias. Les gens ne savent pas ce que je fais, mais je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour qu'ils soient ensemble, pour qu'ils travaillent ensemble, parce que cette division ne sert à personne. Oui. Ne sert à personne, et particulièrement les travailleurs. Et ça me fait mal au cœur. Ouais. Et quand on m'accuse d'ailleurs, je me dis quelquefois, ouais. Oui, vraiment, ils ont parfaitement raison. Mais mes collègues qui étaient là avec moi quand je parle de mon jumeau, Dr Ibrahima Fofana, oui. Aujourd'hui, je me retrouve seul. On se concertait, même en dehors du travail, pour prendre une bonne position. Alors madame, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, en regardant un peu la CNTG, votre centrale d'origine, est-ce qu'on peut dire la succession a été mal assumée? Première question. Maintenant, du côté de l'USTG, où nous avons ce bicéphalisme-là, quand vous observez aujourd'hui, et si j'écoute bien ce que vous êtes en train de dire, vous faites beaucoup, vous faites de votre mieux, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Est-ce qu'il n'y a plus d'espoir pour ramener Aboubakar Souma, Abdoulaye Sow proche des autres? J'ai appris le décès de Louis Bemba hier. Oui. Même hier à maintenant, Dieu seul sait ce que je suis en train de leur dire, et qu'il faudrait qu'ils se prennent tout un chacun, ne serait-ce que pour rendre hommage à Louis Bemba, à Dr Ibrahima Fofana et tous nos devanciers, pour qu'ils ressentent encore. Et la CNTG a toujours joué son rôle. La CNTG a fait la médiation entre les deux USTG pour les rassembler. Ils sont partis à Dakar devant le président de la CSI Afrique pour qu'ils puissent être ensemble. Chacun a œuvré
de sa façon. Surtout que moi, j'ai fait 3 mandats au BIT. Donc, je connais du directeur au dernier pour que, et même quelquefois, je m'implique pour obtenir certains projets, pour les encourager à travailler ensemble, à être ensemble. Bien. D'accord. Comprenez-moi. Madame, on comprend, on comprend. Si c'est nécessaire, oui. On comprend. Oui. On comprend peut-être qu'avec le décès de Lindemba, il y aura des surprises. Voilà. D'accord. Ils m'ont déjà promis de hier à aujourd'hui. Et la CNTG a toujours joué son rôle dans ce sens pour rassembler, parce que c'est la plus vieille, la plus représentative. Donc, je pense que la CNTG a encore sa place et son rôle à jouer pour rassembler toutes les centrales syndicales pour qu'ils parlent le même langage pour défendre les intérêts des... C'est pas dans la division qu'on va gagner. Bien. Adja, cette division, tout le monde perd. Adja, c'est très malheureux. Voilà. Adja Rabiatou Serra Diallo, en direct ce matin chez les GG. Allez-y, mon cher Moïse. Adja Rabiatou Serra Diallo, vous avez été tellement brave en 2007 avec feu Ibrahima Fofana. Vous comprenez un peu l'émotion. Moi, je comprends votre émotion. Ouais. Mais Roby vous aussi, comprenez, je comprends. Roby aussi. Je comprends l'émotion l'exigence. aussi, Là, mais mais vous allez dans la réalité. complètement gâter ma question. Là, c'est Excuse-moi. compliqué. Vas-y, Voilà. vas-y, Vous Moussa. comprenez, Voilà. vous comprenez tout de même l'exigence du public national, de l'opinion publique nationale. Quand vous avez été à un tel sommet, Adja Rabiatou Serra Diallo, vous acceptez de quitter le monde syndical. Vous êtes au Conseil économique et social. Votre pays traverse une situation de crise assez profonde. Des gens sont tués, du sang coule. Nous ne sommes même pas encore sortis d'une élection qui a été sur le plan de violence, qui a connu, qui a fait de nombreux morts, avec des dégâts matériels qu'on n'arrive même pas à identifier entièrement. Alors, quand on vous a connu hier et aujourd'hui, on se dit pourquoi elle ne dénonce pas un tout petit peu? Pourquoi elle ne prend pas la parole? Parce que le Conseil économique et social, quand même, contribue à la stabilité du pays, quoi qu'il advienne. C'est un peu le rôle aussi de cette institution-là. C'est ce reproche qu'on vous fait. Est-ce que vous comprenez le fondement du reproche? Bien sûr. Voilà. Moi, je dis, je suis d'accord. Et ces reproches, je les accepte. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde ne maîtrise pas la loi. Donc, la loi 91 CPRN n'est pas... Je n'ai pas le même statut que les syndicalistes. Je n'ai pas le même statut. Ensuite, si vous voyez qu'au niveau du Conseil économique, nos sciences même ne sont pas rendues publiques comme l'Assemblée nationale. Et nos rapports, les rapports qu'on a déjà fournis sur les crises récurrentes, nous avons déjà fourni un rapport à l'exécutif, à l'Assemblée nationale. Mais c'est des rapports qui ne peuvent pas être publiés comme ça, sauf après un an, conformément à la loi. Moi, je suis légaliste. Et ensuite, je ne suis pas seule. Nous sommes 45 au niveau du Conseil économique et social. Je ne peux pas prendre des décisions unilatérales parce que je ne veux pas faire quelque chose qui va enfoncer l'institution ou que l'institution soit en faute. On se concerte. Ce qu'on décide de là, c'est ce que je fais. Mais dites-vous bien que j'aime bien ce peuple et j'aime bien la Guinée. Et j'ai les larmes aux yeux. D'ailleurs, je vous en prie, ayez pitié de moi pour aujourd'hui, que Lumbemba encore est couché aujourd'hui, mort. Ça me démoralise encore. Je me rends encore plus faible. Ouais. Vous ne pouvez pas croire. Je comprends très bien. Je sais que des syndicalistes ou des travailleurs qui m'écoutent, ils savent ce que je fais. Ils savent ce que je fais. Même Elhadj Deriba Diaby et l'ambassadeur de la paix, je les fais déplacer jusqu'à la bourse du travail pour qu'ils viennent intervenir aussi, pour qu'ils viennent nous aider. Madame Guilao et moi, nous avons mené des démarches. Penda Diallo, on a mené des démarches à tous les niveaux. Je me suis, excusez-moi, mais je me suis même couché par terre pour prendre les pieds et pour leur dire de préserver la mémoire de Fofana à l'époque. C'est que Lumbemba, si vous écoutez même son témoignage à TV5, il vous dira ce que nous avons vécu 2006-2007. Lumbemba Souma. Bien. Je m'en souviens encore. Mais, vous savez, il ne s'agit pas d'aller taper sa poitrine au niveau des médias. C'est les résultats qui comptent. Si je n'ai pas un bon résultat, je n'ai aucun intérêt à aller dire « Ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je n'ai pas... » Non. C'est le résultat qui compte. Le rail, la rail, pourvu que le train passe. Bien dit. Et je suis très fière, je suis très heureuse
que je n'ai pas abandonné la classe ouvrière. Dieu le sait et les travailleurs le savent, les syndicalistes savent que je ne les ai pas abandonnés. Toutes les centrales syndicales en République de Guinée savent que je parle chaque fois que je les vois, je les caresse, je leur rappelle à l'ordre, faites ça, sinon vous êtes en train de tuer le mouvement syndical en République de Guinée. Bien. Je ne suis pas écouté. Vous voulez que je fasse quoi? Ouais, on a compris, Adia. Je me dis même que moi-même, je suis d'accord avec tous ceux qui disent c'est un échec. Moi-même, j'ai échoué. Si je ne peux pas relever cela, j'ai échoué. C'est un échec pour moi. Ce qu'on demande, je le reconnais. vous vous impliquez beaucoup, vous voulez que vos syndicalistes, les mouvements syndicaux se réunissent, mais est-ce que vous parlez aux gouvernants, vous parlez aux décideurs, au président de la République, à ceux-là qui tiennent en main encore le pouvoir central? C'est vraiment vers eux. Concernant le syndicat? Non, pas le syndicat. Là, je parle des violences que traverse le pays, tout de même. Ou peut-être d'aucuns pensent que vous n'auriez jamais dû quitter. Nous avons fourni un rapport sur les violences récurrentes. Ce rapport existe. Je peux le mettre à votre disposition pour vous dire que nous réfléchissons. Parce que notre rôle, c'est de donner avis et recommandations. Adja Raby, d'aucuns disent que vous n'auriez jamais dû quitter le mouvement syndical parce qu'ils pensent que vous étiez beaucoup plus efficace, beaucoup plus présente, beaucoup plus dans la défense des violations des droits humains, des droits des travailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'époque, les forces vives ont demandé que Jean-Marie Doré ne représente plus son parti politique s'il vient comme Premier ministre et qu'il ne se représente pas. Et que moi qui devrais aller au CNT, je ne devrais plus rester au mouvement syndical. C'était une obligation. C'est pas que c'était une volonté. C'est pas qu'on l'a voulu, c'était la règle de la société civile, des partis politiques à l'époque, de tous qui étaient là, des forces vives. Pour la transition, oui, au CNT. Pour la transition au CNT, on peut comprendre, c'est une entité qui vous a, votre entité qui vous a obligé d'y aller, de représenter notamment le mouvement syndical. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à la caisse, vous étiez contrainte de prendre fonction ou bien vous pensez que les deux étaient possibles? Est-ce que vous retrouvez? Est-ce que vous arrivez à jouer parfaitement ce rôle que vous avez joué de par le passé? Parce que vous dites que vous jouez ce rôle-là, mais en fait, en filigrane, pas de façon apparente parce que vous n'êtes plus du mouvement syndical. Parce que c'est pas moi qui suis élu. Les élus sont là, ils ont leur statut. Il faut respecter les statuts des centrales syndicales. Ils se réunissent. C'est à eux de jouer leur rôle. Ce que je peux faire, c'est de conseiller, être à leur côté. Quand il y a problème, leur dire mon avis. Ce qu'ils doivent faire comme démarche, c'est de leur aider sur l'arène africaine, sur le plan africain, sur le plan international, de les pousser là pour qu'ils soient mieux vus, mieux entendus. Et ça, je le fais. Je le fais régulièrement. Même étant au CNT, même étant au Conseil économique. Toujours. Ce n'est pas les syndicalistes qui m'ont amené au Conseil économique et social. Ce n'est pas eux. Bien, Adia, merci. Je fais partie des 10 personnalités qui ont été choisies. Merci. Voilà comment je suis venu au Conseil économique. Et ça a été un vote. Je n'ai pas cherché à être là. Bien. Merci beaucoup, Adia Rabiatou Serra Diallo, d'ailleurs, que nous avons perdu. Merci beaucoup d'être intervenu ce matin chez les GG sur Radio Espace et sur Espace TV. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV, mesdames et messieurs. À la une, je le disais tantôt, les Ivoiriens ont voté samedi pour élire donc leur président de la République. Et pour ce faire, dans un instant, nous allons essayer de partir sur le terrain avec Antoine Kourouma qui va intervenir sur notre antenne. Mon cher Yourbi, on a écouté Adia Rabiatou Serra Diallo. Convaincu ou pas du tout? Non mais pas convaincu, mais bon, bénéfice du doute, la mémé elle est quand même malade, elle a pris assez d'âge.
tant bien que mal à s'expliquer, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où on lui a demandé de venir au CNT quand elle était encore syndicaliste, elle avait le choix. Là, elle a du mal à se justifier. C'est pas eux qui m'ont amené, on m'a élu, etc. Donc, on sent quand même qu'elle a un peu le regret d'avoir quitté le mouvement syndical parce qu'elle a quand même pris assez de coups après avoir quitté le mouvement syndical. On se souvient de plusieurs épisodes où elle a été prise en partie. Je ne veux pas rappeler ces épisodes-là. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est qu'elle a encore la responsabilité de prendre la parole en tant que personnalité de ce pays et à un moment donné de fustiger le comportement des uns et des autres, parce que faut pas oublier une chose, c'est qu'on vient de loin de ce pays-là. Les dernières semaines sont emblématiques de ce que je veux dire, mais bon, au bénéfice du doute, Ruby. acceptons ce qu'elle a dit. Incroyable. Mais même si on n'est pas convaincu. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Il y a quelque chose qui. C'est quand même la mémé. Hein. Non, mais il y a quelque chose qui doit être dit. Arrête, Ruby. Je crois le mouvement syndical, Ouais. ou plus encore une Mais centrale ils sont syndicale, responsables. c'est une structure. Mais oui. Ce n'est pas une personne, Ouais. ce n'est pas une personnalité. Du tout. Donc il fallait qu'après le départ de Rabiatou Serra Diallo, Ouais. il y ait des personnalités qui puissent conduire le mouvement Mais c'est syndical. à eux de Ouais. préparer Maintenant, ça. C'était à eux de préparer. là, non, je crois, elle l'a fait. Oh. Les choses se sont très Les bien résultats passées. sont là aujourd'hui. Après son départ de la tête de la CNTG, mais les résultats sont là. il y a eu une C'est la élection. faute à qui, il y finalement avait deux candidats, c'était syndicat, c'est une Yamoussa institution. et Amadou L'institution Diallo. est composée Amadou de Diallo personnes. a été élu. La faute, c'est beaucoup plus Amadou Diallo qui n'arrive Ah plus non. à jouer le rôle Non. que Rabiatou Serra Diallo avait Non. pu jouer à la tête de la CNTG. Non. Je crois que ça, il faut Vous n'allez l'accepter. pas lui, leur c'est faire un porter le patron. chapeau. Voilà, Voilà. lui, il est plus Lui, proche il est des patron. patrons Il est que patron. des travailleurs. C'est pas un syndicaliste. Maintenant, du côté Et Rabiatou, elle est du quoi? côté de l'USTG, ce n'est pas sa centrale. Oui. Je crois qu'elle peut Elle est à l'économie. apporter du sien, mais ce n'est pas sa centrale. La centrale, là, c'est la centrale de feu Ibrahima Fofana et de feu aujourd'hui de Louimbe Bassouma. Il y a eu des difficultés et je crois qu'il y a beaucoup d'appétit du Bien côté sûr. de l'USTG. Chacun veut être chef. C'est cela le problème. Ce que le pouvoir du président Alpha Condé a réussi à faire, et très bien d'ailleurs, c'est quand même de diviser le monde syndical de notre pays. C'est parce qu'en face aussi, il y avait des hommes qui n'ont pas pris toute la dimension de la responsabilité qui leur incombait. Vous savez, quand on a échoué dans le passé, dans le présent, et que le futur ne se pointe pas à l'horizon, on a souvent tendance à idéaliser le passé. C'est ce qu'on fait avec Adjara Rabiatou Serra Diallo. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est du sommet de son poste au Conseil économique et social, de ne pas être assez exigeante vis-à-vis du pouvoir en place face aux différentes violations des droits humains que notre pays enregistre. Mais Et tu l'as d'ailleurs posé la question. Exactement. En fait, Mais du côté... après, ça peut se comprendre, Oui, parce que mais- quand elle dit que... Non, Lamine, Non, mais... cette dame que je connais, Moussa. si elle était telle qu'elle était... Le miel Non, sucre la cette dame bouche. que je connais, Je vais vous Lamine, dire, en, le 2000 miel- en 2007, face à une telle forfaiture, face à une telle flambée de violence, cette dame aurait rendu le tablier. Elle Oui. serait partie. Oui. Parce que C'est vous avez clair. vu les larmes qu'elle a versées Ouais. au lendemain du massacre de 2007, quand elle a rencontré le général Lansana Conté. C'était difficile parce qu'elle estime que des gens ont été tués, des enfants ont été tués. Moi, je parle de cet aspect. Les guerres syndicalistes et autres, ça m'importe peu. J'estime qu'elle n'a pas du tout de responsabilité dans ce qui arrive au monde syndical. Il appartenait à ceux qui sont restés de prendre leurs responsabilités et de tenir le flambeau. Elle a fait sa part. Elle a fait sa mission. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est le rôle qu'elle peut jouer encore auprès du chef de l'État, à la tête quand même d'une institution de notre pays, pour que tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, en termes de violence, en termes de tuerie, puisse cesser d'une manière ou d'une autre. Et que si ça ne cessait pas, qu'elle puisse envoyer un message fort en quittant, en claquant la porte. Voilà. Vous savez, tant qu'on continue à permettre à nos responsables qui ont dirigé à un certain niveau dans ce pays de faire comme le serpent, c'est-à-dire de faire la mue, et après on les dédouane plus tard, on dit ouais mais il a laissé son ancienne peau dans la brousse, maintenant il a revêtu une nouvelle peau, je pense qu'on n'aura jamais la réalité des faits dans ce pays. Les responsables sont connus, il faut les situer, je pense que ça y va de toute la chaîne. Tout le monde est responsable de ce qui arrive dans ce pays-là, sauf que personne ne veut porter le chapeau. Et après on dit ouais bon... De toutes les façons, Allez-y, tu ne peux madame. pas l'accuser de ce qui est en train de On se passer l'accuse pas. aujourd'hui. C'est ce qui est clair. Quand Lamine quittera le micro... Elle-même, elle a dit qu'elle a et échoué. Imaginez que Lamine quitte un jour le micro et qu'il parte en politique. Vous ne pouvez pas lui reprocher de ce qui se mais passe si- dans le monde des médias. Ouais. C'est ce que je veux te faire comprendre. Je vais terre à terre. Quand il quittera les médias et qu'il sera en politique, par exemple, ou dans un autre domaine, tu ne pourras pas mettre sur sa tête les erreurs qui se sont commises par sa corporation d'avant. C'est ce que je voudrais dire. La dame, Ouais. tout n'est pas perdu aujourd'hui. Elle peut effectivement faire des choses.
là où elle est, même si elle produit des rapports qui sont publiés, qui sont remontés, par exemple, au niveau des autorités pour leur dire. Elle l'a dit. Elle a dit que vous savez, il y a des. Quand c'est pas suivi d'action, confidentiel. Ce que je dis, c'est pas trop tard. Nous connaissons Adji Rabiatou Serra Diallo, même si aujourd'hui, supposons que oui, l'âge est là, elle est fatiguée, elle est malade, nous le savons. Mais avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le pays, c'est tout le monde qui est interpellé. C'est toutes ces grandes personnalités, notamment politiques, des leaders religieux, qui sont interpellés, d'anciens syndicalistes quand même qui ont pu, parce que quoi que vous disiez, c'est ici qu'on peut banaliser, comment on appelle, une Adji Rabiatou Serra. Quand vous partez à l'international, vous dites Adji Rabiatou Serra Diallo, les gens respectent la dame. Et je crois que c'est encore possible qu'elle puisse faire quelque chose aujourd'hui avec toutes les violations des droits humains qui sont en train d'être perpétrées dans notre pays. Bien. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Également sur Suite FM Guinée, tous les soirs, évidemment, à 18h, vous avez accès à cette émission, mesdames et messieurs. Je le disais tantôt, les jeunes médecins impliqués donc dans la riposte contre le Covid-19 réclament leur prime exceptionnelle, arrêtée donc par des mois de démarches sans succès. Ils ont organisé donc un sitting devant l'hôpital national d'Yazdine ce matin. Pourtant, le Premier ministre déclarait, il le disait tantôt, Jacques Léwadeno, avoir donc décaissé le montant qui leur est dû. Où se trouve cette manne financière aujourd'hui? En direct ce matin chez les GG, Dr Kaba Keita, porte-parole donc du collectif, il est avec nous. Bien, bonjour Keita, bienvenue docteur. Allô? C'est plutôt Antoine Kourouma la nuit. Ah, c'est Antoine Kourouma qui est là. Qu'est-ce qui se passe là? Ben, on part en Côte d'Ivoire carrément. Antoine Kourouma, bonjour. Le réalisateur qui mélange les pinceaux, donc je ne comprends pas du tout. Au lendemain, Antoine, de la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire, quelle est la situation? Est-ce que le calme est revenu dans le pays? Le calme, il est à Abidjan. Il y a un calme apparent à Abidjan depuis la journée du dimanche. Je l'ai dit tantôt dans le reportage d'hier. Les Ivoiriens, pour la plupart, sont terrés chez eux. La plupart des Ivoiriens craignaient une certaine violence post-électorale. Mais dans la capitale ivoirienne, il faut dire que tout est calme, à part quelques scènes de violence qu'on a pu enregistrer dans des zones favorables à l'opposition. Je vais citer Yopougon, Blocos, à Cocody, où quelques jeunes, une centaine notamment, ont tenté d'empêcher les citoyens d'aller voter. Et donc, les forces de l'ordre ont intervenu pour rétablir l'ordre. Et dans d'autres quartiers de Yopougon également, il y a eu des échauffourées entre des manifestants qui ont voulu répondre à l'appel de l'opposition, l'appel de la désobéissance civile. Et encore une fois, le pouvoir en place a pu déployer 35 000 agents des forces de défense et de sécurité qui ont été déployés dans tout le pays afin de sécuriser les bureaux de vote. Mais malgré tout cela, il y a eu tout de même des zones où il n'y a pas eu d'élection. Je vais citer par exemple à Daoukro, dans le village dans la ville d'origine de Henri Konan-Bédier, à Beaunois, chez Simone Gbagbo, également à Yamoussoukro, où la violence a été plus inouïe, où par exemple un cadre de la ville, notamment Bamba Ousmane, a vu tout son cortège incendié par des manifestants. Et il y a eu d'autres villes où les tensions étaient très vives, mais dans l'ensemble, il faut dire que les Ivoiriens ont voté. Et on attend jusque-là le taux de participation à cette élection qui reste encore un mystère. Jusque-là, on ne sait pas combien d'Ivoiriens sont votés à ce jour. Alors, nous savons, Antoine, nous savons que 7,5 millions d'entre eux donc étaient attendus aux urnes, mais l'appel au boycott du scrutin lancé par Afin Guessan, par Henri Konan-Bédier, ces appels-là, parce que Kouadio Konan-Bertin, lui, ne s'est pas associé à tout cela. Alors, nous savons tout de même que les premières tendances donnent des scores assez soviétiques à Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'on peut estimer qu'il y a eu véritablement élection quand les challengers ont demandé à leurs militants aux électeurs de ne pas aller voter? Moussa Moïse, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Élection, il y a eu, puisqu'il y avait des observateurs sur le terrain, notamment de la CEDEAO, qui tout à l'heure ont eu une conférence de presse pour faire le bilan de la situation. On a été sur le terrain nous-mêmes, envoyés spéciaux et d'autres journalistes de la sous-région et à travers le monde. On a pu constater l'effectivité du vote
à Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays. Et je l'ai dit tantôt, il n'y a pas eu de vote dans d'autres zones, mais dans les 108 départements, pour la plupart, il y a eu effectivement vote. Le souci désormais, c'est au niveau du taux de participation. On ne sait pas si les Ivoiriens, pour la plupart de ceux qui ont retiré leur carte d'électeur, sont allés voter, parce qu'il faut rappeler que sur les 7 millions et quelques d'électeurs inscrits, il n'y a que 3 millions et 400 000 et quelques qui ont pu effectivement retirer leur carte d'électeur, soit la moitié des électeurs qui étaient inscrits sur la liste électorale qui ont pu retirer leur carte d'électeur. Et donc, on attend de savoir si, effectivement, tous ceux-ci ont pu voter, ce qui, bien sûr, ne serait pas surprenant. Mais de l'autre côté, l'opposition dit qu'il y a 90% d'Ivoiriens qui se sont abstenus du vote, et moins de 10% ont pu voter. Une estimation, bien sûr, à prendre avec des pincettes, puisque l'opposition avait pour intention d'empêcher le vote. La CENI, jusque-là, n'a pas rendu officiel encore les chiffres par rapport au taux de participation. Mais ce qu'il faut dire, et ce qui est effectif, c'est qu'il y a eu élection, et sur les bulletins de vote dans les urnes, on a pu constater la présence des photos des 4 candidats. Il y a eu la photo d'Alassane, de Bédier, d'Assine Guestan et de Kakabé. Tous les 4 étaient présents sur les bulletins de vote. Malgré le boycott, voilà, c'est important de le rappeler. Justement, Antoine, quelques-uns des électeurs, parce que beaucoup parlent d'incohérence de l'opposition qui a pu tout de même déposer sa caution, qui a pu déposer son dossier de candidature, mais qui n'était pas retiré vers la fin. Bien Ils sûr. ont tout de même maintenu leur candidature, tout en appelant leurs militants à faire le boycott actif, à empêcher le déroulement du vote, sans pour autant retirer leur dossier de candidature. Et donc, il y a eu vote effectivement. Et Antoine, dans la déclaration des résultats, oui, la CENI prend en compte les chiffres octroyés à tous les candidats. Alors, une petite comparaison peut-être. Le 22 mars, vous étiez là. On a aussi assisté à un vote qui était boycotté par une frange. Bon, pas boycotté, mais on avait appelé à empêcher le vote dans tout le pays. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. On avait appelé en quelque sorte à empêcher le vote. Est-ce que dans les faits, on peut dire qu'on a mieux voté cette fois en Côte d'Ivoire qu'en Guinée le 22 mars, ou bien c'est pareil? Il faut le dire clairement, en Côte d'Ivoire, on a mieux voté qu'en Guinée, parce que, je le dis tantôt, l'opposition ivoirienne, certes, a eu la volonté d'empêcher le vote, mais dans les faits, il faut dire clairement qu'en Guinée, il y a eu les militants de l'opposition étaient plus actifs sur le terrain qu'en Côte d'Ivoire. Ici, il n'y a que des zones où les militants sont beaucoup plus favorables à l'opposition, où il y a eu quelques échauffourées, mais dans la capitale ivoirienne, où il y a une forte concentration, bien sûr, de l'électorat de la plupart des candidats, on a pu constater que les citoyens se sont mobilisés dans les urnes, notamment à Bobo, à Yopougon, qui est d'ailleurs considéré comme étant le fief de Laurent Gbagbo, où on a pu constater des militants aller dans les urnes qui ont pris d'assaut les lieux de vote. Et je peux dire, si on doit comparer l'élection ou le boycott des opposants ivoiriens à ceux guinéens, il faut dire qu'en Guinée, le boycott a été plus actif qu'en Côte d'Ivoire, où je me dis que l'opposition n'a pas été assez conséquente lorsqu'elle dit ne pas vouloir aller aux élections et maintenir sa candidature. Alors qu'en Guinée, les opposants ont boycotté en ne se présentant pas aux élections. Antoine Kourouma, notre envoyé spécial du côté d'Abidjan. Merci beaucoup Antoine. Voilà, vous allez revenir un petit peu évidemment dans nos éditions d'information à la radio, mais aussi à la télévision. Les GG continuent sur Espace. Grande gueule, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Merci à vous qui nous rejoignez dans la ligne droite, évidemment, au compte de cette émission, les GG sur Radio Espace. Moussa, on a écouté Antoine Kourouma. On revient chez nous en Guinée, c'est médecin, justement. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Jacques l'a évoqué la semaine dernière, je pense bien, dans cette émission. Qu'est-ce qui se passe-t-il, Moussa Moussi? Dans le plan de riposte économique contre la Covid-19, il avait été annoncé que ces médecins allaient bénéficier d'une prime exceptionnelle, au même titre que l'accompagnement que le gouvernement ferait en direction des ménages, notamment sur les factures d'eau et d'électricité qui sont gelées. Et donc, les médecins attendaient cela depuis 2019. En fait, jusqu'à date,
et selon leur porte-parole, rien ne leur a été donné. Ouais. Il se trouve tout de même que le mouvement est divisé. Il y a un groupe qui estime que les revendications n'ont pas lieu d'être parce que les efforts ont été fournis par le gouvernement. Celui que nous allons écouter, c'est Kaba Keïta. Tout le monde le connaît, en tout cas ceux qui ont été hospitalisés parmi nous ici au centre de Donka le connaissent. Il a quand même, de façon entre guillemets, fait revenir de l'autre monde Abaka Diallo dans des conditions que nous connaissons. Donc c'est un médecin, un jeune médecin aguerri qui a lutté en première ligne du front donc contre la Covid-19. Aujourd'hui, ils ont organisé un sit-in devant l'hôpital d'Anka pour réclamer ces primes exceptionnelles. Justement, allez, il est en direct ce matin chez les GG. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour. Alors ce matin, vous avez organisé ce sitting devant l'hôpital d'Onka. On connaît vos revendications. Vous demandez, je crois, 5 millions de francs guinéens par personne. Vous nous donnerez les détails, bien sûr. Mais dites-nous déjà, est-ce que vous vous êtes véritablement mobilisé et vous vous êtes adressé à qui de droit? Non, écoutez, ce sitting, comme vous le savez, cette réclamation légitime s'adressait à tout le peuple de Guinée. Pas seulement nos gouvernants, mais nos malades hospitalisés, ceux qui sont guéris et la population guinéenne. Vous connaissez déjà le record de la Guinée dans cette prise en charge. Et après les élections, l'épidémie commence à être en pic. Il ne faut pas décourager ces personnels soignants pour arrêter cette pandémie qui est en train de faire ravage partout dans le monde. Ce sitting, c'était un signal fort parce que nous avons déposé un préavis de grève à toutes les autorités concernées que nous irons en grève à partir du 13 novembre si nous n'avons pas nos primes exceptionnelles. À la date du 13, nous allons observer une grève illimitée dans tous les centres de prise en charge. Même ceux qui doivent voyager ne vont pas bénéficier de prélèvements Covid. À partir du 13 novembre. Votre responsable de la communication était avec nous la semaine dernière. On sait que le Premier ministre a récemment indiqué avoir décaissé de l'argent pour vous et que cette somme se retrouverait dans les mains des responsables du département de la santé. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ce que vous êtes en train de faire, vous avez pu obtenir des réponses auprès de votre département? C'est ce qui nous étonne. Nous n'avons pas obtenu de réponse claire par rapport à ces primes exceptionnelles. Le Premier ministre a déclaré, il y a de cela 2 semaines, ils n'ont pas réagi négativement. C'est que l'argent se trouve au département de la santé. Si le Premier ministre dit qu'il a dégagé des fonds via le département de la santé et l'ANHS, il devrait répliquer s'il n'avait pas l'argent. S'il ne dit rien constant, nous estimons que l'argent est débloqué et nous devons l'avoir. Et là, nous sommes sérieux parce que là, nous n'avons plus reculé, il faut nos primes exceptionnelles. Bien. Allez-y, mon cher Obi. Monsieur Kaba, est-ce que finalement le fait qu'on ne vous prend pas au sérieux est dû aussi au fait que le Covid aujourd'hui est complètement rentré dans nos mœurs? On s'y est habitué, ce n'est plus la même panique. Enfin oui, Madame Miro, c'est vrai, ce n'est plus la même panique qu'avant. Est-ce que c'est pour ça qu'on ne vous prend plus au sérieux? Parce qu'on se souvient de vos précédents, en tout cas peut-être pas vous, les stagiaires et ceux qui étaient dans les centres Covid. À un moment donné, ils avaient menacé de plier bagages. Ils avaient été écoutés. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne vous écoute pas parce que on a tendance finalement à banaliser un peu la maladie? Oui, il y a d'autres personnes mal intentionnées qui sont des personnels soignants qui cherchent à faire croire au gouvernement qui peuvent nous dissuader. Mais ils oublient que l'État a promis à la date du 23 juin, le Premier ministre l'a dit. Moi, j'estime la parole d'un Premier ministre n'est pas pour n'importe qui, n'est pas une parole de la légère. Je suis d'accord. Le Premier ministre a dit qu'il y aura la gratuité de l'eau, de l'électricité et du transport urbain, plus l'octroi des primes exceptionnelles pour les personnels soignants. Mais cette gratuité de l'eau, de l'électricité et du transport urbain aujourd'hui est effective. Pourquoi nous n'avons pas nos primes exceptionnelles? Bien. Vous êtes au nombre de combien? Comment comprendre, docteur, comment comprendre cette division en votre sein? Comment voir que, parce que nous remarquons qu'il y a des médecins qui se désolidarisent de votre mouvement. Comment le comprendre aujourd'hui? Non, ce n'est pas des médecins qui vous désolidarisent, c'est un poignet de personnels soignants qui se trouvent de l'autre côté du site de Bessia, qui sont en train d'intimider les personnels soignants. S'ils réclament les primes, ils vont les distancier. En faisant des fausses promesses, l'État va prendre les gens à la fonction publique. Si l'État estime que ces ressources humaines ne sont pas faites pour la fonction publique, l'État peut les laisser. Quand même, nous estimons aujourd'hui, nous avons des bagages, nous avons aujourd'hui des acquis pour réellement proliférer. Si l'État ne profite pas de ces ressources humaines pour faire des fonctionnaires d'État,
tant mieux. Mais nous voulons notre promesse. Cette promesse, c'est laisser que l'État a dit nos primes exceptionnelles. Voilà, c'est bien dit. Ouais. Ces dissidents pensent qu'ils sont en train d'arranger l'État. Si vous voulez arranger l'État, diminuez la frustration au sein des personnels soignants. Si vous voulez arranger l'État, soignez très bien les patients. Nous soignons très bien les patients. Ces dissidents-là, ils sont dans la rue, ils sont en train de propager le virus Covid, ils ne sont pas en train de soigner les patients. Bien. Nous sommes au sein de Donka, nous soignons les patients et dans tous les autres sites de la Guinée. Notre objectif, c'est de faire du bien, soigner ces patients. Bien. Nous ne voulons pas aller en grève à la date du 13 novembre. Nous ne voulons pas du tout aller en grève. Bien. Mais si l'État ne nous donne pas nos primes à la date du 13, nous irons en grève illimitée sur toute l'étendue du territoire guinéen. Kaba Keïta, docteur Kaba Keïta, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin. Bon courage. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Nous restons toujours sur le terrain, évidemment, voilà, parce qu'il faut écouter aussi l'autre camp, me signale Moussa Moïsi là, parce que d'autres disent non, l'argent a été décaissé, peut-être qu'ils ont reçu leur part. Eh ben, il faudrait qu'ils expliquent cela, parce que je pense que l'argent en train de circuler quelque part, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Comment l'argent peut avoir des jambes aussi solides dans notre pays. Ça court, non, mais c'est extraordinaire. Ce monsieur, ça se cacher. Ça se cacher. Mais c'est extraordinaire. Moi, je trouve ce monsieur qu'on vient de côté. Ce sont eux quand même qui sont au chevet des malades. C'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Le miel il n'y a sucre pas la bouche. d'intermédiaire. Ils sont directement au chevet de ces malades. Donc c'est dommage pour l'image du pays d'ailleurs qu'il y ait ces gens qu'on laisse exploser cette colère. Ouais. On aurait dû continuer cela. Parce que pour la Covid, il y a eu une mobilisation nationale. Bien. L'État s'est serré la ceinture, les citoyens en ont fait de même. Je pense que ces médecins n'auraient pas dû être dans cette condition. Voilà, et l'autre camp c'est docteur Mohamed Condé. Mohamed Condé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lamine Guilassi. Bienvenue sur l'espace, docteur. Docteur Mohamed Condé avec nous. Allez-y, Jacques Levaleno. Alors, vous dites ce n'est pas nécessaire de manifester. L'État est en train de fournir des efforts. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je vous remercie. Laissez-moi planter un peu le décor par rapport à cette revendication de certains médecins qui travaillent dans le Covid. Vous savez, comme tout le monde, on a rappelé que le Premier ministre a fait un discours où il aurait promis qu'il y aurait une prime exceptionnelle de 3 mois pour les travailleurs, les gens impliqués dans la riposte. Ensuite, on a eu des informations relevant qu'il y a des médecins qui revendiquent cela et qui font de la grève. Nous nous sommes dit, écoutez, en tant que médecins, nous avons d'abord un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est de sauver des vies humaines. Nous avons prêté serment. S'il y a eu un engagement politique de la part du Premier ministre, laissons les décideurs régler ce problème. Et nous, notre devoir, allons dans les centres, souvent les Guinéens, vu que nous avons prêté serment pour cela. Ensuite, il a été question que, aujourd'hui, ces éléments disent qu'ils sont représentatifs partout en Guinée. Je demande et je dis que c'est archi faux. Quand vous prenez les centres de prise en charge de Kenya, le centre de prise en charge de Gwessia, le centre de prise en charge de Nongo, ou même le centre de prise en charge du camp Alpha Yaya, les éléments qui y travaillent ne se reconnaissent pas dans ce mouvement de revendication. Et si vous observez aujourd'hui à Conakry, vous ne verrez qu'il n'y a que les éléments de Donka seulement, et qui ne relèvent pas directement de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui relèvent de l'ONG Alima. La plupart travaillent pour Alima, donc ils se réclament pour dire non, qu'ils parlent à nos noms. Quand vous parlez au nom d'une entité, il faudrait que cette entité se reconnaisse en vous. Mais nous ne le connaissons ni de près ni de loin dans cette plateforme revendicative qui, de surcroît, est en train de faire souffrir les patients dans les centres de prise en charge, surtout au niveau des services de réanimation de Donka. Faites le tour des services de réanimation, tous les patients qui y sont sous oxygène. Comment voudrez vous faire un service minimum pour ces patients qui ont besoin de vous? Donc, H24 c'est H24. Docteur Condé, si je comprends très bien, vous dites, nous, l'argent, ça ne nous intéresse pas, parce que on a écouté Docteur Keïta tout à l'heure, bien avant vous, il disait que la promesse, c'est une promesse. En même temps, l'État ne veut pas parler comme ça. Vous, concrètement, je pose la question, est-ce que vous avez reçu la prime ou pas du tout? Concrètement, oui. Concrètement, j'aimerais vous rassurer. Non, je vous ai posé une question, docteur. Avez-vous reçu ou pas? Ou pas du tout? On n'a pas reçu de prime. On n'a pas entendu que...
Avez-vous eu vent de cette sortie du Premier ministre qui disait que les fonds ont été décaissés et que c'est disponible, ces primes qui ont été promises, parce qu'on parle de 3 mois de primes. Est-ce que vous avez eu l'information que l'argent a été décaissé? Ça, c'est vous qui m'informez. Moi, je n'ai pas cette information que l'argent a été décaissé. Parce que si l'argent avait été décaissé... Le Premier ministre l'a dit dans une sortie médiatique. Même moi, personnellement, qui vous parle, je vous dis que j'en ferai partie de la réception de cette prime. D'accord. C'est vous qui m'informez que le Premier ministre a dit qu'il a... En tout cas, il l'a dit, on est formé là-dessus, il l'a dit. Voilà, nous allons mener des démarches de façon officielle et de façon respectueuse pour en savoir plus sur ce qui se passe. Mais pour nous, nous disons que ce n'est pas le moment pour les médecins qui sont engagés dans cette lutte de sortir dans la rue, laisser les malades dans les services pour réclamer pour faire une revendication pécuniaire. Mais docteur Mohamed Kondé, vous devez quand même comprendre le désarroi de ces médecins. Depuis des années, vous savez tout le travail difficile, pénible qu'ils effectuent sur place. Votre combat aurait dû être aussi de mettre la pression sur l'État pour que ce qui a été promis soit décaissé, en tout cas que les ayants droit puissent entrer en possession. Et je vous informe que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons écrit à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Bien. Je peux parler? Oui, nous avons écrit à l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Nous avons écrit au ministère de la Santé pour que ces deux entités à qui nous nous révélons pour nous dire exactement où en est cette promesse du Premier ministre qui est cette prime exceptionnelle de 3 mois. Mais pour le moment, même aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, il y a un conseil interministériel en train de statuer par rapport à la demande que nous avons fait entrer. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de réclamer que de sortir dans la rue, de laisser les patients dans les centres de santé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends très bien. J'agis en tant que médecin et parallèlement, on fait une revendication, on met la pression sur nos décideurs pour les demander où nous en sommes par rapport à cette promesse du Premier ministre. Je crois que c'est la meilleure façon pour vraiment lutter que d'abandonner les malades dans les centres. Bien. C'est en cela que je ne suis pas d'accord avec ces jeunes-là. Bien, merci beaucoup, docteur Mohamed Kondé. Il faut le rappeler, vous êtes médecin donc en direct ce matin chez les juges. Allez, en 30 secondes, Jacques, on n'a plus le temps. On a écouté ces deux docteurs, pardon. Bon, j'ai bien compris le premier. En tout cas, c'est une promesse. Il faut quand même honorer la promesse. Et puis le second qui avance un bon argument pour dire qu'il faut s'occuper des malades, que de sortir manifester. J'ai envie de dire que je crains que ce monsieur qui parle au nom du second groupe ne soit utilisé pour fragiliser le mouvement à l'interne. C'est-à-dire que la revendication va se limiter à ce sitting et finalement on avance. Il parle en tant que médecin, mais voilà. Ça fait longtemps que la promesse a été faite. Ce n'est pas honoré. Vous ne pouvez pas dire vous êtes en train de faire lorsque vous apprenez qu'il y a un sitting en cours. Il y a toujours des gens comme ça au sein de groupes sur lesquels on s'appuie pour étouffer le mouvement de l'intérieur. L'un dans l'autre, c'est la responsabilité du gouvernement. Je comprends le premier qui crie à la difficulté. On sait très bien que le ventre vide ne diagnostique pas bien. Et le deuxième, finalement, qui reste carré dans la déontologie. Mais à chaque fois que je parle, qui reste carré dans la déontologie médicale. Mais ceux-là qui ont promis, c'est eux qui doivent payer. C'est le gouvernement. Oui. Donc c'est eux qui doivent résoudre le problème-là. On sait très bien que les médecins ont vécu un temps dur pendant toute cette période. Je comprends bien qu'il y a deux camps qui s'affrontent, mais pour départager ces deux camps-là, il faut payer ce que vous avez promis. C'est aussi simple que ça. Le gouvernement ne peut pas me dire qu'ils sont incapables de payer 5 millions par médecin, Jacques. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même que 15 millions, même si c'est combien de millions, ils ont dépensé combien de milliards pour l'élection, pour la campagne et pour tout ça. Les pauvres médecins qui ont permis d'ailleurs à cette élection de se dérouler, parce que c'est eux qui étaient au front contre la Covid, qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir les statistiques que nous avons. Sinon, on était au bord des larmes quand le Covid a commencé. On n'aurait pas parlé d'élection à ce moment-là si on était encore dans la même psychose qu'avant. Je pense qu'il faut être responsable. Il faut départager ces deux camps. Ils n'ont vraiment pas. C'est pas le moment qu'ils montent sur le ring. Si les médecins montent sur le ring, les malades vont faire quoi? C'est pas possible. Allez, madame. Cette promesse quand même a été tenue depuis au mois de juin.
le 23 juin précisément par le Premier ministre. Et il faut dire qu'à la veille déjà de la présidentielle, il y avait une manifestation en vue pour dire que ce camp qui a décidé de prendre la rue aujourd'hui avait promis de manifester, mais il y a eu des tractations, des négociations, notamment leur promettant qu'ils vont entrer en contact, en possession de ces primes-là. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que ça retarde? Parce que nous avons écouté le Premier ministre qui a dit que l'argent a été débloqué. Ces gens-là, celui qu'on a écouté, Lamine, moi je connais ce monsieur, je l'ai vu à l'œuvre. En fait, parfois vous aviez pitié de ces hommes-là. Vous les voyez, imaginez, 3 niveaux de suite. Le monsieur, il pouvait suivre 2, 3, 4, 5 patients. C'est des gens qui ont été exploités à fond. Je pense qu'avec tout ce qu'on a pu, comme Roby l'a dit, tout ce qu'on a pu utiliser comme argent par rapport à la présidentielle, aux équipements pour les forces de défense et de sécurité, c'est important de prendre en compte ces primes de ces médecins. Allez-y. Non, mais je ne veux pas être long, juste pour dire que le gouvernement, ce n'est pas un spectateur qui doit assister à cet affrontement entre ces deux camps. Au fait, les deux camps ont le même objectif, mais la méthode utilisée pour réclamer, c'est cela qui cause toute la différence. Donc, il faut agir. Maintenant que vous avez reconnu que la promesse a été prise, elle doit être tenue. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Les deux camps, il y a des sangs chauds et puis il y a les pacifiques. Merci à vous tous. On a terminé ce matin, lundi. Voilà. Merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission côté radio, à Kabine Kondé, à Mafata Sano. Merci à Lamine Sidibé, Nalai Sidibé évidemment, Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à tous les techniciens en région. Dans un instant sur Radio Espace, évidemment, vous avez rendez-vous avec Sega Diallo, c'est bien cela Mohamed. Voilà, ici. Et sur Espace TV, c'est le 20h qui revient avec Aïssa Toussané. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir.